Bonjour, puis bonne santé, hein, bonne année, vu que c'est un peu ce qui risque de nous tomber dessus. Donc François Fillon, vous le savez, a la sécurité sociale dans le collimateur, hein, et il s'en prend à la source, hein, et il attaque le modèle social de 1945. On a pu le voir, par exemple, lors du débat de la primaire, hein, dire très clairement, comme on pourra l'entendre. Vous voulez mettre en cause le modèle social français. Non, mais je veux dire, vous interprétez, vous faites l'interprète de ces critiques. Non, le modèle social français, il prend l'eau de partout. Voilà, le modèle social, il prend l'eau de partout. Mais à qui la faute? Parce que finalement, on a François Fillon dans le rôle du type qui se fatigue même pas à cacher dans son dos le vilebrequin avec lequel il a fait un trou dans la coque du bateau, qui prend un air effaré. Que d'eau, que d'eau! Mais en fait, il dégaine sa hache parce que la seule solution qu'il propose, c'est de s'aborder tout le bateau pour en fait ne filer des gilets de sauvetage que aux passagers des ponts supérieurs. Ça nous rappelle quelque chose. En fait, dans le haro sur le modèle de 1945, même s'ils veulent plutôt le mettre à l'eau, il n'est pas le seul. On a aussi Macron, par exemple, pour qui le modèle de 45 est caduc. Il le disait dans une émission politique. Le consensus politique, économique et social, qui s'est fondé en 1945 et qui a été complété en 1958, est caduc. C'est directement issu de l'après-guerre et d'un moment de la refondation de la vie politique, où d'ailleurs, vous l'aurez noté, les communistes ont su travailler avec les gaullistes. Dans cette entreprise de coulage de 1945, le patronat, évidemment, n'est pas en reste. Par exemple, en 2007, dans le magazine Challenge, Denis Kessler, qui est un ancien vice-président du MEDEF, mais qui est aussi un ex-directeur chez AXA. AXA, qui est une de ces assurances qui a financièrement tout à gagner du démantelage de la sécurité sociale. Il avait salué le programme de Nicolas Sarkozy en ces termes. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Content il était. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Mais quand on regarde, pour les 70 ans de la sécurité sociale, l'Élysée s'était fendu d'un tweet d'anniversaire pour le moins étonnant. La sécurité sociale n'est pas une construction immuable, elle doit évoluer, elle n'est pas un acquis irréversible. Alors, je vous mets aussi une dernière goutte, hein, histoire de faire déborder le vase, et puis comme je suis dans la métaphore aquatique, il y a peu, on pouvait lire dans Valeurs Actuelles, dans un article d'Éric Brunet, qui était intitulé « Fillon doit dynamiter le programme du CNR ». Ces mots. Hélas, pour la France, à cette heure, personne n'est parvenu à substituer un projet efficace au coûteux compromis gaulo-communiste de 1944, à moins que François Fillon. Bon, si on reprend tout ça, on a un récit bien rodé. En 1945, il y aurait eu un compromis, un consensus entre les gaullistes et les communistes. Ça aurait permis à De Gaulle, aidé par Pierre Laroque, un haut fonctionnaire, de donner naissance à la sécurité sociale par une ordonnance en 1945. Mais ce temps-là, maintenant, il est révolu, c'est caduc, c'est dépassé. Vous pensez, ils n'avaient même pas l'électricité. Ils n'avaient pas Internet. Donc en tout cas, dans ce monde complètement mondialisé, que voulez-vous, la Sécu, le modèle de 1945, il faut tout changer. Sauf que face à ce récit, il y a l'histoire. Et là, hasard heureux du calendrier, cette histoire est rapportée dans le film La Sociale de Gilles Perret. Alors, cela dit, on l'a déjà largement commencé, mais on ne peut pas comprendre le débat sur la Sécu aujourd'hui sans revenir sur ses origines, c'est-à-dire les années de la Libération, 45-46, donc retour avec vous sur cette grande période, et même celle qui précède. Mathilde. Oui, alors on va commencer déjà par faire un sort au récit, enfin au mythe. Il n'y a pas eu de consensus apaisé gaulo-communiste. Et d'ailleurs, De Gaulle n'est pas le père de la sécurité sociale. Laroque un peu plus, mais il n'était pas seul. Il y a eu du conflit, il y a eu un choix politique assumé par un homme, Ambroise Croizat, et une mobilisation massive de militants. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui débattait avec Gilles Perret à la sortie du film La Sociale, le disait assez justement lors de cette rencontre. Les images d'Ambroise Croizat mourant d'épuisement, parce qu'on imagine... On se représente que ça peut être pour un ouvrier métallo, après un combat politique comme celui du communisme avant-guerre, pendant la guerre et après, de se retrouver à organiser la mise en place d'un système pareil, hein, avec la violence qu'il y a dû y avoir. Oui, comme il le dit justement, ce qui a permis la sécurité sociale en 1945-1946, c'est un rapport de force. Ce qui a permis le fameux programme du CNR aussi d'ailleurs. Alors la situation en 1945, c'était quoi?
c'est le PCF et la CGT au fait de leur puissance. Le PCF, c'est le premier parti de France. La CGT a 5 millions d'adhérents. Le mouvement et la classe ouvrière sont auréolés de leur rôle dans la résistance intérieure, comme on peut le voir sur ces affiches. Face à eux, le patronat est en grande partie démonétisé par le rôle qu'il a joué dans la collaboration. De Gaulle, lui, a besoin des communistes pour qu'ils renoncent à une révolution qui, par ailleurs, a beaucoup plus existé dans les fantasmes gaullistes que dans les projets communistes. Mais passons. Et il en a besoin aussi pour lancer la bataille de la production dans une France tout simplement lessivée. Au CNR, d'ailleurs, les archives en attestent, ce sont les communistes qui ont radicalisé le texte final et conduit d'ailleurs à poser le principe de la sécurité sociale. Les ordonnances de De Gaulle, les fameuses ordonnances de De Gaulle, donc celles du 4 puis du 19 octobre, elles annoncent l'organisation de la Sécu. Mais par ailleurs, elles disent « Oulala, ça va prendre du temps, vous ne vous pressez pas, c'est pas rapide ». Mais en novembre 1945, des ministres communistes rentrent au pouvoir, dont Ambroise Croizat, le voilà, ancien métallurgiste, cégétiste, qui est d'ailleurs le seul ministre du Travail qui ait jamais été ouvrier. En janvier, De Gaulle démissionne. Donc la sécurité sociale va être mise en place à l'arrache par Croizat, épaulée par Larocque, mais surtout soutenue par des milliers de militants cégétistes. À l'arrache, car Croizat sait très bien qu'il a une toute petite fenêtre de tir, toute petite parce qu'il faut qu'il profite de ce rapport de force avant qu'il ne s'inverse. D'ailleurs, en décembre 1946, il sera remercié et renvoyé du gouvernement par Léon Blum. Donc, en quelques mois, dans une France qui est ruinée, il va absolument révolutionner la sécurité sociale. L'idée au cœur du système, c'est celui du pot commun, ce que vous disiez tout à l'heure. On cotise selon ses revenus et l'on puise selon ses besoins. Donc la Sécu, c'est la solidarité la plus large possible, interprofessionnelle, intergénérationnelle et interrisque. Tout le monde a la même enseigne, le régime général. Mais à cela s'ajoute en fait une organisation qu'on oublie souvent, mais qui est peut-être ce qui répugne presque plus à la Sainte Alliance libérale que la solidarité sociale. Et cette organisation, c'est la gestion ouvrière. Comme il est rappelé, donc elle est gérée par lui, elle est gérée par les travailleurs. Car la Sécu, c'est géré par des conseils d'administration composés à 3/4 de représentants des travailleurs et 1/4 de représentants du patronat. Ce qui veut dire que ça fait un budget qui équivaut à 1,5 fois le budget de l'État, qui échappe au contrôle de l'État et du patronat. 1/3 du salaire qui est tout simplement socialisé. C'est donc une véritable alternative au capitalisme que met en place Ambroise Croizat. Le monde du travail s'emparait ni plus ni moins d'une part considérable du capital. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une démocratie sociale. On a créé une citoyenneté sociale qui ne procédait ni du sol ni du sang. Alors vous imaginez qu'il y a des gens qui ne s'appelaient pas trop. Qui unit juste ceux qui cotisent et ceux qui payent des impôts avec ceux qui bénéficient des assurances sociales et des services publics. C'est une citoyenneté sociale qui inclut les libertés collectives garanties par le droit au travail. Donc c'est une communauté qui n'est pas nationale, mais c'est la communauté de ceux qui contribuent au bien commun. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que la sécurité de Croizat, c'est pas seulement la santé, c'est très important la santé, mais c'est aussi la redistribution de la richesse produite et l'émancipation. Alors ça, imaginez, horreur, malheur. Toute une partie de la classe politique, des gaullistes à la SFIO, en passant par le MRP, les syndicalistes chrétiens, la mutualité, ont tout fait pour limiter la casse pour eux, bien sûr. D'abord, ils ont obtenu que les taux de cotisation soient fixés par l'État, ce qui permet de les geler au passage. Enfin, ils ont lutté pied à pied pour essayer de tenir le projet. Et finalement, depuis, la lutte n'a pas cessé. Et petit à petit, le projet, le rêve initial, a de fait cédé du terrain. On a utilisé donc la bonne vieille stratégie du salami ou du saucisson qui reposait donc sur la solidarité intergénérationnelle, interprofessionnelle et interrisque en coupant des tranches. Une tranche par branche professionnelle, une tranche par risque. Chaque tranche, elle affaiblit le saucisson forcément parce qu'il réduit. Et d'autre part, chaque tranche, c'est plus facile à être mangée par ceux qui ont justement besoin de manger ces tranches. Cet argent, ces tranches, elle est désormais gérée par le patronat, dans des fonds de pension, dans des assurances privées, ce qui dégage un sacré pactole, d'où leur appétit pour les tranches de saucisson. Et l'État les a même aidés en assortissant ces produits de dégrèvements fiscaux. Par exemple, les fonds de pension, c'est très net. Les prestations sociales ont été diminuées. Pour les allocations familiales, on est passé d'un système d'allocation familiale qui donnait à tous les parents de l'argent à un système de défiscalisation des frais familiaux qui ne profite qu'aux imposables, forcément. On a basculé les cotisations patronales vers l'impôt avec la CSG. En gros, on a remis du capitalisme dans un système de santé qui avait été pensé hors capitalisme et on a écrasé la citoyenneté sociale. Il suffisait ensuite juste de réduire le discours en disant que la protection sociale c'était un archaïsme rétrograde, vieillot, caduc et tout ça, et on fait passer le retour à l'ancien pour du nouveau.
Donc, alors, cela dit, ces efforts remontent bien plus loin que 1945. Ouh là là, oui, le combat entre les libéraux et la démocratie sociale, ça ne date ni d'aujourd'hui ni de 1945. Ça commence bien avant, même déjà avec la Révolution française. En juin 1793, les montagnards, qui sont des démocrates sociaux et pas des coupeurs de tête, comme on veut toujours les faire passer, prennent le pouvoir. La Convention nationale, donc l'Assemblée constituante, qu'ils dominent, vote une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui pour la première fois proclame ce que l'on appelle les droits sociaux, et quelque part le principe de la sécurité sociale. Dans ce fameux article 21, les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Tout est là, hein, d'une certaine façon. Et de facto, dans certaines manufactures, des formes d'assurance maladie et des formes d'assurance accident avaient été ponctuellement mis en place. Alors, ça n'avait pas duré très longtemps, puisque Thermidor, 94, chute et mort des robespierristes, retour des libéraux, et on avait effacé tout cela. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, les ouvriers ont affronté sans protection aucune les ravages de l'industrialisation naissante. C'est des générations sacrifiées par les conditions de travail et de vie, ce dont attestent tous les indices démographiques, taux de mortalité, taux d'espérance de vie, mais aussi les sources militaires qui mesurent et qui pèsent les individus, qui listent les malformations et qui dessinent tous les stigmates de la condition ouvrière. Au XIXe siècle, les libéraux ont peu à peu consenti à ce que s'organisent des mutuelles ouvrières. Bon, ils n'aimaient pas trop parce que souvent la mutuelle, elle cachait des caisses de grève. Les grèves étaient interdites, les syndicats aussi. Mais bon, le patronat a assez vite compris qu'il avait quand même intérêt à avoir des ouvriers en bonne santé. Pas trop, mais un petit peu quand même. Ça peut aider quand même à produire. Donc on a laissé se développer le phénomène mutualiste, mais le problème c'est que des pans entiers de la population restaient complètement à l'écart. Fin 19e, montée en puissance politique des socialistes. À l'époque, les socialistes, c'est marxiste, puis c'est un peu révolutionnaire. Ils sont en train de passer au réformisme, enfin quand même, c'est des marxistes. C'était quoi. Donc dans cette montée en puissance, premières lois sociales qui sont prises, notamment en France, loi sur les accidents du travail, première loi sur les retraites. Même si cette première loi sur les retraites fixait le début de la retraite à 65 ans, ce que la CGT dénonçait immédiatement avec l'expression « la retraite des morts ». Et pendant l'entre-deux-guerres, on retourne à des systèmes très compliqués. Donc vous voyez, c'est bien un retour à l'ancien qui se profile. Et je terminerai en disant que, à les entendre, le modèle de 45, c'est caduc, c'est vieillot, c'est dépassé. Mais les mêmes, ils sont prêts à nous jouer des trémolos dans la voix, un hymne à l'école de la Troisième République. Moi, je trouve qu'ils ont une conception du caduc un peu différentielle. Hein. On peut le dire. En tout cas, super résumé. Le spécialiste a des observations à faire sur ce panorama Moi, historique. ce qui me semble intéressant de noter pour comprendre l'actualité actuelle, c'est...